Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Estelle Youssoufa. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Estelle. Ce week-end, c'était une date anniversaire importante, le 10e anniversaire de la célébration du référendum. Ça devait être une grande fête. Tout avait été fait pour que ce soit une grande fête. Et à un moment donné, ça a dérapé. Certains disent, vous avez dérapé. Qu'est-ce qui s'est passé, Estelle? Certains disent que j'ai dépapé. Oui. Vous êtes emporté à un moment donné. Je fais la première surprise. Oui, mais enfin... Donc, en fait, non, mais je me prenais complètement au dépourvu, la Patrick. Est-ce que j'ai dérapé? Alors, le congrès, en fait, je pense qu'il faut faire comprendre ce dont il s'agit. Les célébrations ont commencé avec un séminaire qui était censé être le bilan de la départementalisation, et c'était vendredi, qui a tourné en tribune pour le sénateur Tani pour expliquer les bienfaits du toilettage institutionnel. Ce qui a pris au dépourvu le public qui était là vendredi après-midi. En fait, C'était vendredi après-midi, ce qui a pris tout le monde au dépourvu parce que personne ne s'attendait à ce qu'une question politique d'aujourd'hui qui divise soit apportée dans un débat qui devait être un séminaire sur la départementalisation. Et c'est devenu une tribune. Donc déjà, ça a commencé à prendre les gens à rebrousse-poil. Le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un Maouïda Chengue, qui est une célébration religieuse extrêmement importante à Mayotte. Bien passé, celui-là. À Mayotte, mais je le dis pour le public qui ne connaît pas cette tradition. Le Maouïda Chengue, ce sont des prières chantées qui sont à une portée spirituelle extrêmement importante et qui font partie des rites à Mayotte qui ne sont pas courants. C'est-à-dire qu'on ne fait des Maoulidas Chengue que pour des occasions extrêmement importantes. Et donc, toute la nuit, vous avez eu sur la rocade des centaines de personnes qui sont venues prier toute la nuit. Et le matin, dimanche matin, il était prévu que le congrès, qui est dans une tradition mahoraise, un moment où les élus écoutent la population, c'est ce qu'est un congrès dans la tradition mahoraise, la population qui parle aux élus, on se retrouve à commencer les cérémonies à 8h30, alors que le conseil départemental nous avait fait savoir qu'il ne venait plus. On se retrouve à commencer les prises de parole, et tout d'un coup, on voit arriver une délégation emmenée par le préfet avec les 2 sénateurs et d'autres élus qui nous virent de l'estrade, qui prennent le micro et qui commencent à dérouler une cérémonie à sens unique, et immédiatement, la population s'énerve. On est sur le côté, moi je suis sur le côté, j'observe béate la police en train de s'interposer pour empêcher la population d'approcher. Nous, on a été débarqués de l'estrade, et là, le sénateur Tani, ulcéré de voir les femmes l'invectiver vertement, parce que ce n'est absolument pas ni ce qui était prévu, ni ce qu'il se fait dans un congrès à Mayotte, le sénateur Tani répond vertement et se met à hurler sur la population. Donc là, on est tous sidérés de ce spectacle, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. On est sidérés, et la tribune, c'est-à-dire seulement les élus, applaudissent timidement. Ils sont en train de se ratatiner sur leur siège. Les services de police font corps autour de l'estrade pour les protéger. Et le préfet Saurin prend la parole et dit « Tout va bien, colchic dans les prés, et je vous écoute avant, je suis là pour écouter la population, avant de tourner le dos physiquement à la population, de serrer la main aux élus, de couper le micro et de partir. » Et là, en effet, ça faisait 1 heure que la population était en train de hurler. Là, j'ai dit, honte à vous de tourner le dos ainsi à la population, honte à vous de ne pas écouter. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
Et là, les services de police ont dit il faut évacuer le préfet, ce que le préfet est parti sous les huées avec les élus qui étaient en train de s'autocongratuler le plus vite possible et qui sont partis. Moi, j'aurais voulu que la presse soit là depuis le début, à 7h du matin, et qu'elle voit tout le déroulement. Parce que non seulement je ne me suis pas énervée du tout dès le début, on a été pris de court et viré, mais en plus, c'est la population qui a complètement essayé de rattraper et de récupérer cet événement. Parce que la population, un congrès est un moment qui est d'une prise de parole de la population. C'est ça un congrès à Mayotte. Oui. Et c'est très rare, c'est pas un moment qui s'organise une fois par an, ou c'est quelque chose d'assez rare dans la vie politique mahoraise. Et donc, la population attendait légitimement de pouvoir s'exprimer. Et on se voit confisquer cet événement au profit d'une tribune politicienne avec le préfet qui essaye de nous faire un nouveau blougi-boulga. Mais c'est quoi, c'est une méconnaissance de la culture mahoraise? Non, c'est une manipulation, pas du tout, c'est une manipulation. C'est un travestissement des traditions mahoraises. On essaye de faire passer l'image que les Mahoraises et les Mahorais sont d'accord avec ce qu'il se passe, alors que rien ne va. On est 1 an après le mouvement social à Mayotte. Où est-ce qu'on en est? On peut en parler. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce que la population attendait autant de ce congrès et avait autant à dire? Parce que les coupeurs de route sont revenus. Ça a fait la une. Les vidéos de bagarres dans les écoles ont repris et les collèges, comme il y a 1 an. Les écoles sont toujours dans un état de surcharge terrible, au point que les instituteurs sont à nouveau dans la rue. Je vous épargne le fait que nos écoles sont toujours pas reconstruites, puisque les tremblements de terre continuent et que les élèves sont dans des situations d'insécurité flagrantes. On est toujours dans une situation où les hôpitaux sont complètement surchargés. Ce n'est pas un CHM, c'est une maternité géante pour les Anjouanaises. Et on est toujours avec des coupures d'électricité et des coupures d'eau. Donc pardon, mais les 1,9 milliard qui nous ont été annoncés en grande pompe ne servent à rien. La population est en train de réaliser que les logements sociaux qui ont été promis sont construits pour les étrangers, que les classes seront construites pour les étrangers, et tout ce qui relève des transformations fondamentales qui permettraient de faire décoller Mayotte, comme le rallongement de la piste, c'est toujours on va rester toujours sur la célébration. Non, parce que c'est la célébration. C'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que la population avait beaucoup à dire, et on se retrouve à avoir le préfet qui, dans une bonne vieille république bananière, ou alors comme la République en marche conçoit le débat, c'est-à-dire à sens unique, prend le micro et coupe le micro. Et on a les sénateurs qui se mettent à insulter la population. C'est inadmissible. C'est pas un peu dur quand vous dites insulter la population? Mais vous les avez vus les vidéos. Il n'y a pas eu d'insulte. Vous les avez vus les vidéos. Vous trouvez normal qu'un sénateur se mette à hurler en invectivant la population, ses administrés? Oui, mais enfin, ce que j'ai vu, il dit en quelque sorte, si vous voulez prendre la parole, il faut être élu. Fait quelque chose qui veut dire comme ça. Donc faites-vous élire et prenez la parole. Alors en hurlant, parce que le niveau sonore était quand même très fort, était extrêmement agité, et de dire ça à la population, parce que la deuxième partie de son intervention, c'était de dire vous m'avez élu, je fais ce que je veux. Alors que la population était là pour lui dire, nous on a une autre vision de ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas dire, le sénateur ne peut pas dire à la population, vous m'avez élu, parce que sauf erreur dans nos institutions, les sénateurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les élus qui étaient derrière lui. Donc d'aller dire à la population, à ses administrés, qu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à se taire ou se présenter aux élections, pardon, mais quand on est dans un congrès où normalement les élus écoutent, c'est une insulte. Et surtout que dans la tradition, quand même, avoir un plus jeune qui se met à invectiver les aînés, c'est quand même, c'est fort de café. Moi, je suis désolée, mais on était tous sidérés et bouleversés. Oui, mais ça, c'est clair, on a eu ces échos. Le président du MODEM,
Daniel Martial-Henry, se sent insulté dans ce qui s'est passé effectivement du côté de cette célébration du référendum, puisque à un moment donné, il a été fait état et référence à Aimé Césaire, qui était un indépendantiste, pour parler du département de Mayotte. Pour lui, c'était aux antipodes. Oui, ça c'était vendredi, oui. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais écoutez, moi je ne vais pas commenter les discours du sénateur Tani de vendredi. Moi j'aurais bien voulu que le MoDem et les autres partis soient présents et qu'ils aient le courage d'aller affronter la population dimanche. C'est quand même trop facile. Quand c'est un petit cénacle à l'hémicycle, là on prend la parole, et puis après quand il s'agit de répondre aux administrés ou même de défendre les idées qui sont les leurs, il n'y a personne. Faut quand même pas exagérer. On est ici dans une démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer, mais à un moment, il faut que les uns et les autres fassent leur travail. C'est trop facile d'aller faire des déclarations en petit comité pour aller dans le cocon de l'hémicycle, loin de la populace, hein. Comme ça, on méprise les gens. Faut quand même pas exagérer. Camar, une réaction. Alors, le CODIM nous disait, il y a eu un travail, Estelle, c'était hier sur ce plateau, exactement, qui a été fait. C'est-à-dire que pendant des semaines et des semaines, réunion sur réunion, pour pouvoir préparer, pour que ça se passe très bien, notamment ce congrès. Il y a eu également des vidéos témoignages des anciens, c'est-à-dire des Bakoko et des Koko qui ne peuvent plus déplacer, donc qu'on a enregistré en vidéo pour pouvoir les diffuser le jour du congrès, montrer leurs témoignages, leur combat, en tout cas pour Mayotte française. Et arrivé à minuit pendant le Schengen, le CODIM nous disait, on s'est constitué pour parler comment ça va se passer le matin. Et bizarrement, le matin, tout ce qui a été discuté le soir pendant le Schengen, parce que apparemment le CD, quelqu'un du CD leur disait, attendez que le Schengen se fasse. Donc, bizarrement, le matin, tout a été fait de travers. Est-ce que ça voudrait dire que depuis le départ, ils savaient ce qu'ils allaient faire pour vous? Écoutez, on a fait des réunions, ça s'est préparé. D'abord, je pense il y a plusieurs choses à dire. Le collectif est constitué de plusieurs associations. Le CODIM en fait partie. Le CODIM n'est pas le collectif. Faut être clair. Bien sûr. On est au sein du collectif tiraillé et divisé. C'est une partie du collectif qui est allée organiser ces célébrations. Et une autre partie du collectif a été complètement écartée. Lorsqu'on a eu la réunion mercredi à laquelle j'ai pu participer, on a vu le programme qui s'est déroulé dimanche. Et on avait dit, c'est inacceptable, et le CODIM en l'occurrence avait dit, c'est inacceptable, vous devez donner la parole à la population. C'est-à-dire que Silaï et Safina, pour ne pas les nommer, ont présenté un programme qui ne donnait que la parole aux élus. Et là, le CODIM et toute une partie du collectif a dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est impossible d'accepter ça. C'est une tribune pour la population, c'est un congrès populaire. Donc ça va mal se passer. Il faut revoir votre copie. Et selon les traditions, c'est au milieu de la nuit, entre samedi et dimanche, qu'on décide de qui prendra la parole. Le conseil départemental, c'était mercredi après-midi, c'était dans l'hémicycle, et je l'ai dit, j'ai dit attention, on va se faire rouler, on va passer comme si on était d'accord avec ce qui est en train de se dérouler, et il est hors de question de voler le congrès populaire pour le transformer en tribune, qui va se transformer en plébiscite pour le toilettage institutionnel, qui n'a rien à voir avec la choucroute et qui n'est pas l'objet de ce toilettage institutionnel. Ça va se transformer, comme ça a été le cas dimanche, en espèce de prise de parole des officiels pour dire que tout va bien. À titre d'exemple quand même, il faut comprendre, pour voir à quel point la situation était tendue, qu'à la fin des prières dimanche matin, comme tous les dimanches, des clandestins vont, entre les deux jetées, organiser le marché sauvage qu'ils ont mis en place. Ces personnes sont passées devant les Mahorais qui étaient en train de prier et ont commencé à les agonir d'injures. Imaginez, la population est en train de prier, célèbre la départementalisation, manifeste son attachement à la République, et vous avez les clandestins qui passent devant, qui nous crachent dessus, et qui vont aller faire, au vu et au su de tout le monde, devant les autorités, leur marché clandestin, alors que depuis, qui n'est pas clandestin en fait, mais qui est complètement illégal, alors que les commerçants mahorais doivent payer toutes sortes de patentes, de règles, de taxes, et qui n'ont pas le droit de commercer librement, parce que les Mahorais disent on respecte les règles, on leur impose toutes sortes de règles, mais par contre,
les autorités n'exercent pas le minimum de leurs obligations, c'est-à-dire interdire ce qui est illégal. Et là, vous avez ces mêmes autorités qui viennent se pavaner devant la population, et c'est ce qui est une provocation totale, pour dire tout va bien, alors qu'on a sous le nez précisément ce que les Mahorais dénoncent. Et du reste, ça donnait un lieu à un petit mouvement de foule où les Bouénis sont partis. Mais les femmes étaient dingues. Ouais. On est précisément dans ce qui ne va pas à Mayotte, où on est devant un espèce de foutoir total, où vous avez les clandestins qui font la loi et qui se permettent d'insulter et d'injurier les Mahorais. Alors là-dessus, le programme qui était annoncé depuis mercredi, le CODIM et une partie du collectif avaient dit ce n'est pas acceptable. Et vous aurez la version dimanche matin où vous aurez la liste comme le veut la tradition. Ce sera décidé au milieu de la nuit. Et moi j'avais dit attention, ça sent l'entourloupe et dimanche matin on va avoir quelqu'un qui va surgir de son chapeau et qui va nous dire moi je ne veux pas entendre parler du collectif et donc c'est pas la peine. Ce qui est exactement ce qui s'est déroulé dimanche matin, c'est-à-dire qu'un officiel qui n'a jamais participé aux réunions arrive et nous dit circuler, il n'y a rien à voir. De toute façon, vous ne participez pas. C'est nous qui organisons, alors que mercredi, lors de la réunion, le conseil départemental nous dit, nous, on est simplement là en soutien et c'est le collectif qui organise. Tout d'un coup, dimanche matin, c'est nous qui recevons, c'est nous qui sommes à l'organisation, nous dit le conseil départemental. Maintenant, circulez. Et là, vous avez Silaï et Safina qui sont devant les caméras et qui disent, tout se passe bien. Et qui nous disent, faut vous pousser parce que maintenant, il y a les officiels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une question de personne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas une question de désorganisation ou de manque de collaboration entre les uns et les autres. C'est l'affrontement public de deux visions de comment faire avancer Mayotte. Vous avez d'un côté il y a aussi une méconnaissance de la culture, Estelle. C'est pas seulement ça. Non, parce que les personnes qui ont trahi les Mahoraises et les Mahorais sont des Mahorais. Ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez celles et ceux qui considèrent qu'il faut collaborer avec l'État, avec le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, qu'il faut collaborer avec les élus, et que c'est uniquement par cette voie-là, d'accommodement, qu'on arrivera à faire avancer les dossiers de Mayotte. Et vous avez une partie de la population qui estime que les élus, que l'État, que le préfet ont trahi Mayotte, et que c'est seulement par le bras de fer qu'on va avancer. Moi, je suis, en effet, totalement sur la deuxième ligne. Parce que c'est l'histoire de France et Mayotte, c'est la France. En France, la seule chose qui fait avancer l'État, les gouvernants, c'est la population, c'est le bras de fer, c'est la manifestation. Et c'est le fondement de la République, c'est la révolution. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et ce n'est pas en allant faire des courbettes, des foutaries ou je ne sais quelle autre réunion qui ne servent à rien que les choses avancent, puisque les gouvernants en France ne font que reculer quand la colère populaire s'exprime. Ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est que les élus, les préfets et les uns et les autres qui sont dans les institutions ne sont que des locataires. Les propriétaires de la République, c'est la population, c'est les citoyens. Donc, quand vous avez... les gilets jaunes, qui nous ont suivis, puisque c'est à Mayotte que le soulèvement populaire a commencé et que les gilets jaunes arrivent quelques mois après. Ils ont été un petit peu là en métropole à comprendre qu'on se faisait rouler. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Mais ce que je dis, c'est que en effet, ce que les Gilets jaunes sont en train d'expérimenter avec le gouvernement d'Édouard Philippe et le président Macron, c'est la même méthode qui a été appliquée à Mayotte. C'est-à-dire de l'enfumage, on calme le mouvement social, on divise, on attaque avec une radicalisation et on met à la marge des revendications qui sont légitimes et des colères qui sont profondes. Donc on se retrouve aujourd'hui à avoir le collectif qui est divisé et on est en train de créer un deuxième collectif. Pourquoi? Parce que ici, tout le monde va me dire « Oui, mais ça, c'est de la paranoïa. » Non. Qu'est-ce qui est en train de se créer? Un deuxième collectif qui accommode les autorités et qui sera le collectif présentable pour le président Macron lorsqu'il viendra à Mayotte. La visite présidentielle, Emmanuel Macron est annoncé de plus en plus sérieusement pour le mois de juin à Mayotte. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez plus d'informations sur la teneur de sa visite, de ses propos et de ce qui va se passer? Alors à l'évidence, ce
ce qui circule à Paris. Donc, dans les préparatoires, il y a différentes options. Ce qui semble clair, c'est que le chef de l'État entend venir à Mayotte et profiter de l'occasion pour annoncer un accord avec les Comores. Ça, c'est clairement l'objectif de la diplomatie. Un accord sur quoi, Estelle? Un accord entre la France et les Comores, c'est nécessairement sur Mayotte. Il n'y a pas quand même d'autres sujets. On va pas parler de la paix dans le monde. Non, mais il pourrait y avoir un accord sur le franco-comorien, sur la participation de la BNP sur l'économie comorienne, etc. C'est pas que Mayotte. Allô? Non, mais je ne pense pas que ce soit au niveau des chefs d'État que ça se décide, ces questions-là. Ouais. C'est si le chef de l'État vient et quel est le sujet qui occupe les relations franco-comoriennes, c'est quand même Mayotte. C'est vrai. Faut pas se cacher donc, derrière son petit doigt. Donc selon vous, il viendrait pour... Écoutez, on sait quand même que les négociations sont en cours depuis, officiellement selon nos parlementaires, depuis le mois de novembre avec la déclaration conjointe du ministre Le Drian et de Souef, le ministre comorien des Affaires étrangères. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Ouais. On a entendu nos parlementaires nous dire on y est associé, on y travaille. C'était au mois de décembre et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Vendredi, justement au conseil départemental, profitant de la présence du sénateur Tani, je lui ai posé la question de savoir où on en était, puisqu'ils sont associés à ces négociations. Assez remonté, c'est désormais une habitude, le sénateur Tani a quand même expliqué pas en vacances avec lui, apparemment. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Le sénateur Tani a commencé en disant mais vous pensez pas qu'il peut y avoir des négociations avec ce qui se passe en ce moment avec Azali et les élections, avant de dire de toute façon les négociations sont en cours et nous n'allons pas vous tenir au courant de ce qui est en train d'être négocié puisque notre contribution n'a pas encore été envoyée à la partie comorienne. Donc devant la salle, l'hémicycle ébahi, le sénateur Tani a confirmé qu'il y avait bien des négociations qui étaient toujours en cours. Et ce que les diplomates m'ont confirmé, c'est que non seulement les diplomates français, je discute pas avec les diplomates comoriens, ce n'est pas mon sujet. Je discute avec donc des diplomates du Quai d'Orsay qui m'ont dit oui, évidemment les discussions sont en cours et l'objet c'est de préparer un accord pour la venue du président Macron en juin. Il ne viendra pas à Mayotte juste pour saluer ses compatriotes, il a à cœur de régler le problème. Et donc l'accord qui est en train d'être négocié concerne évidemment la libre circulation, le règlement de la question de l'immigration clandestine avec une vision qui est celle du Quai d'Orsay, à savoir qu'il faut quand même laisser la libre circulation et avancer. Moi, ce qui est très clair, c'est que j'alerte la population et je dis attention, l'accord qui est en train d'être négocié ne nous convient pas. Et il est en cours de négociation, donc il faut peser et il faut se faire entendre. Et on a un problème avec nos élus parce que les parlementaires qui sont associés à ces négociations, comme le président du conseil départemental, qui est aussi associé, n'informe pas la population quelles sont les lignes rouges. C'est toujours donnant-donnant, on est d'accord. Absolument. On discute, voilà. Et c'est pour ça que je dis, il faut quand même que Mayotte exprime quelles sont nos lignes rouges. Là c'est pas Mayotte, là c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Vous dites qu'il pourrait y avoir une annonce d'Emmanuel Macron en juin pour annoncer un accord entre les Comores et la France concernant Mayotte. Si effectivement... Je dis qu'il y a différentes pistes qui sont explorées Je dis qu'il y a différentes pistes de négociation qui sont explorées en ce moment par les diplomates français avec les diplomates comoriens. Ok, mais si on lâche la libre circulation en face, on donne quoi? Du vent. Parce que vous savez bien que les Comores, ça fait depuis le début des accords bilatéraux entre la France et les Comores qui promettent et puis qui ne livrent pas. Il y a quand même ce qui est la position du collectif qui est de dire à un moment, il faut quand même remettre les choses à plat et constater que la coopération régionale ne fonctionne pas avec les Comores. Plus on verse de l'argent aux Comores, moins ils coopèrent. Moins ils coopèrent. Je pense qu'on puisse être plus clair parce que mais c'est simple. C'est simple. Est-ce que oui ou non, Azali, selon vous, en discussion avec Emmanuel Macron, va enfin dire ou reconnaître que Mayotte est française et n'appartient pas à l'Union des Comores?
Est-ce que dans la négociation, il y a ça évidemment, c'est l'objet. C'est de dire que est-ce que les Comores renoncent à leurs revendications sur Mayotte et à quel prix Et à quel prix? A priori, ce que les Comoriens sont en train de demander, ce serait de dire on pourrait renoncer à revendiquer Mayotte, mais par contre, vous laissez la libre circulation. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on continue à ouvrir nos frontières, parce qu'elles sont toujours pas fermées, faut arrêter de se mentir. On laisse la population comorienne venir à Mayotte, et puis on aura un autre chef d'État comorien qui va dénoncer ces accords et dire voilà, maintenant Mayotte est de facto comorienne puisque la population est comorienne. Parce que là, si vous laissez complètement les frontières ouvertes et la libre circulation, qui est une idée qui est la marotte du Quai d'Orsay, qui ne voit rien à y redire, je rappelle quand même qu'en septembre 2017, quand la feuille de route a été présentée, c'était l'œuvre de la diplomatie française avec l'accord des parlementaires mahorais. Eh bien, c'était libre circulation des personnes et des biens. Et c'est en partie ce qui est repris comme terme dans la déclaration du mois de novembre du ministre Le Drian et du ministre Soueff. Donc, faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Nos diplomates n'ont pas changé d'idée. Donc, si c'est pour avoir le chef de l'État qui arrive ici et qui nous dit à Mayotte, il va falloir faire la paix avec les Comores et le prix, ce sera la libre circulation, moi je dis... Et je le répète, et il faut que les Mahorais en soient conscients, il faut dire non et reprendre les termes que nos aînés ont repris, c'est non carivense, ça veut dire jamais. Il n'en est pas question, Mayotte française ne sera pas comorienne, il n'y aura pas de libre circulation qui est une colonisation de peuplement caché avec Azali qui envoie toute sa population. Parce que l'itinéraire, les pistes d'itinéraire pour le chef de l'État au mois de juin dans l'océan Indien, c'est d'abord la Réunion, ensuite Mayotte, ensuite les Comores. A priori. Ou alors, voilà, c'est ça l'itinéraire dont on entend parler dans différents cercles. Le chef de l'État irait d'abord à Saint-Denis, ensuite il viendrait à Mamoudzou ou à Dzaoudzi, et ensuite il irait à Moroni. Pourquoi faire? Est-ce que vous pensez quand même que le président Macron irait aux Comores juste pour aller parler, comme vous le dites, du franco-comorien? C'est pas le sujet. C'est évidemment pour parler de Mayotte. Mais de deux choses l'une. Soit la situation s'est calmée aux Comores, et les autorités françaises estiment que c'est assez stable pour y aller, ce dont je doute. Soit nos diplomates réfléchissent, comme certains m'en ont parlé, à faire venir des représentants comoriens à Mayotte, parce que ce serait trop dangereux pour le chef de l'État d'aller, pour le président Macron, d'aller aux Comores et des représentants comoriens viendraient à Mayotte pour signer un accord de paix. Ici, et à Mayotte écoutez, quand vous avez le candidat à la présidentielle comorienne Fami qui vient à Mayotte et que le préfet et le sénateur Tani font comprendre qu'il faut les accueillir, il faut accueillir ces gens-là. Vous pensez pas que c'est un test? C'est quoi? C'est de voir quelle est la réaction. Là, vous supposez. C'est de voir quelle est la réaction des Mahoraises et des Mahorais. Donc je dis attention, parce que ce qui est en train de se préparer, c'est la venue du chef de l'État avec un objectif clair. Il faut comprendre que le président Macron ne va pas se déplacer à Mayotte juste pour aller constater le non-avancement du plan de 1,9 milliard qui est de l'habillage et de la poudre aux yeux, et qu'ils veulent faire un coup, et que ce coup, ce sera un accord de paix avec les Comores. La question, c'est est-ce que Azali va rester au pouvoir d'ici là? Je pense que c'est quand même un gros point d'interrogation. Est-ce que la population mahoraise et nos élus vont faire entendre qu'on n'acceptera pas n'importe quel accord? C'est ça le sujet. Il existe un ami commun, ami entre guillemets, entre les Comores et la France, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a félicité Azali pour son élection. L'Arabie Saoudite qui est amie de la France parce que on a besoin de pétrole. Est-ce que le pétrole... Non, on a surtout besoin de vendre nos armes. Oui, aussi. La France Saoudite vend énormément, équipe l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite est un énorme client de la France. C'est extrêmement important parce que ça veut dire des emplois. Bien sûr. Est-ce que, clairement, le pétrole qui pourrait exister, a priori il existe, tous les experts pétrole et le gaz. Pétrole et gaz, pourrait être un enjeu dans ces accords entre la France, représentée par Mayotte ici, et les Comores? Écoutez, la question... Ça veut dire en clair que si tout le monde se met d'accord pour extraire le pétrole, est-ce que toute la région ne deviendrait pas riche et on pourrait s'en contenter? Alors, moi, ce que j'ai entendu,
ce qui est clair, c'est que l'Arabie Saoudite pèse dans ce dossier. Elle pèse non seulement aux Comores, mais elle pèse et fait du lobbying pour les Comores auprès des autorités françaises. C'est-à-dire que contrairement à l'idée que les uns et les autres se font, les Comores ne sont pas seuls dans ce combat. On l'a vu, la diplomatie comorienne est extrêmement efficace. Elle est allée en Chine, elle est allée en Russie et elle a des soutiens importants à Riyad. Et donc, la diplomatie saoudienne pèse. La question du pétrole et du gaz est extrêmement importante parce que contrairement à ce que les uns et les autres pensent, et moi je l'ai entendu et c'est confirmé si vous allez sur les rapports du Sénat, la question de la frontière entre Mayotte et les Comores n'est pas définie et reconnue internationalement. Il faut quand même comprendre que le conflit qui nous oppose et les revendications comoriennes font que nos frontières ne sont pas claires, ni les frontières de la zone économique exclusive de Mayotte. Donc l'Europe. Ça veut dire que la zone économique exclusive, normalement, couvre les ressources en hydrocarbures. Si on va au bout des conclusions de ce que ça veut dire, que nos frontières ne sont pas établies, que les frontières de la zone économique exclusive ne sont pas établies, ça veut dire que à qui appartiennent les ressources pétrolières et gazières. C'est ce que font les Comores actuellement, qui sont sur les marchés internationaux en train de mettre aux enchères les concessions d'exploration de gaz dans les eaux territoriales mahoraises. C'est aujourd'hui ce que font. Les Comores vont au bout de leurs revendications et de leur posture sur la scène internationale et elles sont en train de mettre à l'encan, elles sont en train de mettre aux enchères le gaz mahorais. C'est pour ça. Donc c'est l'objet français. Non mais français. Oui. Français. Mais oui, mais enfin comme Mayotte est française, excusez-moi, mais oui, non, mais moi pour moi c'est pas une question. C'est pas le président Souabadine qui va négocier avec Azali, c'est le président Macron. Donc on parle bien. Mais le président Souabadine est associé à ces négociations. Il faut arrêter de prendre les choses. Faut quand même que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est en effet le président Souabadine qui parle de gaz publiquement. Donc il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Moi, je suis absolument contre la politique d'accommodement qui est prônée au plus haut niveau de l'État et au Quai d'Orsay, qui est de dire il faut passer un accord avec les Comores pour se partager ces ressources gazières. Et pourquoi pas, Estelle Youssouffa? Est-ce que ça serait pas ça la solution? Puisqu'on est dans la fiction. Attendez, puisqu'on est dans la fiction et les hypothèses, plus ou moins hasardeuses, pour répondre à un SMS qui vient d'arriver, pourquoi pas? Et si effectivement on pouvait s'entendre tous ensemble dans la zone pour extraire du pétrole et gagner tous de l'argent? Dans la fiction, Estelle, qu'est-ce qui vous gênerait? Chacun garde sa nationalité, chacun garde sa vision politique, mais on fait une espèce de coopération pour le pétrole et le gaz. Qui passe un marché de dupes avec ce que vous êtes en train de raconter? Vous pensez raisonnablement qu'il est possible de passer un quelconque accord avec un État qui est corrompu, qui tire sur sa population, qui a des scandales quotidiens de vol dans les caisses publiques, qui est un État qui est instable, et vous pensez que c'est un partenaire cohérent pour aller exploiter des ressources gazières qui sont à la base. C'est cohérent, mais on a des amis de la France qui sont dans la même situation. Vous voulez qu'on parle de Dubaï? Vous voulez qu'on parle on n'est pas avec des amis. Il faut arrêter quand même. Mais on n'est pas avec des amis. La France est capable de travailler avec des pays qui ne sont pas forcément en pleine démocratie. Je suis désolée, Patrick, mais ce n'est pas un État ami, c'est un État hostile. Les Comores sont en train de revendiquer Mayotte sur la scène internationale. Elles sont en train de coloniser Mayotte. Quand la France travaille avec l'Arabie Saoudite ou travaille avec les Émirats Arabes Unis, que je sache, il n'y a aucun conflit territorial. Donc, il faut arrêter, il faut appeler un chat un chat. Moi, je ne fais pas d'accord commercial avec un État qui est en train de coloniser une partie de mon territoire. On arrête de décider qu'on fait saute-mouton sur la question de Mayotte. On obtient une bonne fois pour toutes que les Quais d'Orsay se battent pour faire reconnaître nos frontières et on arrête d'avoir les Comores qui sont sur la scène internationale en train de vendre nos hydrocarbures et de dire que les Mayotte appartient aux Comores. Et on a nos diplomates que l'on paye avec nos impôts, qui font leur boulot et qui défendent Mayotte française et ses frontières. C'est aussi simple que ça. S'il y a une ratification on enterre la hache de guerre, les Comores reconnaissent Mayotte française et tout ce joli monde travaille ensemble pour faire sortir du pétrole et ça va lancer l'économie à Mayotte. Jusqu'au prochain coup d'État, jusqu'à ce que on pille les caisses et puis qu'on se retrouve à avoir des
dossiers de corruption incroyables. Il y a quand même un vrai sujet. On se retrouve à Mayotte avec des dossiers de gouvernance et de corruption qui sont connus. On a le syndicat de la magistrature qui a demandé publiquement à ce qu'il y ait des enquêtes sur la brigade financière. Et là, on se retrouve avec un énorme potentiel de ressources gazières. Et vous voulez qu'on aille s'associer avec le voleur en chef? Non, mais attendez, on va commencer par le commencement. Chacun chez soi et Dieu pour tous. On protège nos frontières. On règle une bonne fois pour tous les différents territoriaux et on arrête, mais une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire que ce soit reconnu, que les Comores aillent publiquement à l'ONU et signent et disent comment vous allez forcer les Comores à aller à l'ONU et reconnaître ça? Bah écoutez, ce serait quand même l'objet avant d'aller dire on va se partager les ressources de gaz. Mais est-ce que le gaz et le pétrole peuvent être un moyen de pression sur les Comores justement pour signer cet accord? C'est une question. Comment vous, Estelle, Youssoufa, vous allez dire, bon, maintenant ça suffit, on siffle la fin de la récréation, Azali, tu vas à l'ONU et tu vas reconnaître Mayotte française. Il va dire, ok, et j'ai quoi en face? Non mais attendez, moi je ne fais rien du tout. Non, mais c'est la population. Non, c'est la population. À ce que je sache, le peuple est souverain en France. Oui. À un moment, il faut arrêter de blaguer et de prendre les gens pour des imbéciles. Je suis d'accord. On ne fait pas un accord de commerce avec un bandit de grand chemin. Hein? On va arrêter de nous dire, après dans 10 ans, ah je comprends pas, les Comores nous ont pillés, ah je comprends pas, on a déjà la moitié de la population ici qui est en situation irrégulière, qui est en train de détruire nos terres, qui est en train de brûler tout ce qu'il est possible de brûler comme patrimoine environnemental, on a nos eaux qui sont polluées, on a toutes nos infrastructures qui sont en train de craquer, hôpitaux, écoles, système électrique, système d'eau parce qu'il y a du piratage et du vol de grands chemins, et vous êtes en train de me dire que ce gouvernement qui est en train, en face aux Comores, qui tire sur sa population, qui vole des élections, qui est en train de trafiquer tout ce qu'il faut, c'est un partenaire crédible pour aller passer un accord commercial? Mais vraiment, mais on se moque de qui? C'est une question. Alors, Estelle, vous le disiez Alain, au début de ce temps de parole, nos parlementaires ne forment pas la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous, en tout cas, pour le collectif, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sensibiliser comment? Parce que là, les parlementaires ne forment pas de ces accords. On continue, c'est extrêmement important. On continue à aller à la rencontre de la population. On sera d'ailleurs ce soir à Chiconi à 17h30. On commencera une réunion publique et tout le monde est le bienvenu. J'invite la population à venir à notre rencontre. Nous, en tout cas, on y va. On écoute les préoccupations des uns et des autres. On écoute ce que la population a à dire parce qu'elle a une opinion. Contrairement à ce que tout le monde semble penser, les Mahorais sont parfaitement conscients des enjeux, sont parfaitement en alerte et il est important d'expliquer. C'est ce qu'on souhaite. Contrairement à ce que les uns et les autres disent, nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est que les élus prennent leurs responsabilités et dialoguent avec la population. On n'est pas dans une république bananière où une fois qu'on a été élu, on fait ce que bon nous semble et on n'a pas de compte à rendre. La base de la démocratie, c'est quand même de rendre des comptes et de dire les choses. Merci et beaucoup. D'écouter. Mais c'est ce qu'on a fait ce matin. 2 temps de parole pour vous, Estelle. Merci infiniment. Il ne faudra pas dire qu'on vous donne pas la parole. Merci infiniment. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.